Bonjour et bienvenue au Talk Stratégique. Bruno Tertrais, nous vous accueillons aujourd'hui. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et vous venez de publier chez Odile Jacob ce très intéressant livre qui s'appelle « La revanche de l'histoire ». Alors, Bruno Tertrais, dans ce livre, en Russie, au Moyen-Orient et en Asie, mais aussi aux États-Unis et en Europe, dites-vous, c'est la vengeance des États qui se disent humiliés et des individus qui se sentent déclassés. De quel pays parlez-vous, Bruno Tertrais, dans cette citation? Comment s'illustre concrètement cette intrusion de la mémoire dans la période contemporaine? D'à peu près tous les pays et pas seulement de la mémoire. Parce que c'est un phénomène qui touche tout autant les pays occidentaux que les grands émergents ainsi que des puissances régionales, mais pour des raisons souvent assez différentes. À savoir que aux États-Unis et en Europe, on assiste à une demande de racines, de passé. Les individus ont peur du progrès, de la mondialisation, et donc on se retourne vers l'histoire, vers les racines, vers ce qui nous ancre finalement dans nos nations, dans nos États. Et puis, chez les grands émergents, ainsi que dans certaines puissances régionales, je pense à la Turquie par exemple, c'est un phénomène un peu différent. On a des États qui dérivent vers l'autoritarisme et pour lesquels le nationalisme, idéologie très ancrée dans l'histoire et dans le passé, sert un petit peu de nouveau cadre de référence et va justifier parfois des desseins néo-impérialistes. Alors finalement, on a à peu près partout dans le monde, et c'est pour ça que le phénomène est intéressant, parce que jamais on a eu une telle simultanéité de demandes de passé et de retour de l'histoire, simultanément en Occident et dans les pays non occidentaux. C'est ce que j'appelle la revanche de l'histoire. Alors, exemple, c'est Vladimir Poutine qui annexe la Crimée. C'est Pékin qui déstabilise le long de ses frontières. C'est Erdogan, concrètement. Ah bah alors, très concrètement, les illustrations. Première illustration, vous avez parlé de la Russie. C'est extrêmement intéressant parce que Vladimir Poutine utilise la Russie de deux manières différentes. D'abord, en justifiant l'annexion de la Crimée, entre autres, par le fait que ce serait le lieu du baptême de la Russie. C'est un peu plus compliqué que ça pour les historiens, mais en tout cas, c'est le baptême de Vladimir, c'est le lieu du baptême de Vladimir, et donc c'est l'acte de naissance, en quelque sorte, de la Russie. C'est une reconstruction historique, mais en tout cas, cette justification est intéressante politiquement. Deuxième utilisation de l'histoire par Poutine, c'est de dire que finalement la question de l'Ukraine, c'est un combat contre les nazis. On rejoue en permanence en Russie, dans la Russie contemporaine, le combat de la Seconde Guerre mondiale. On a vu d'ailleurs il y a quelques jours la manière dont, une fois de plus, le défilé militaire était présenté comme un événement fondateur qui doit rassembler les Russes entre eux face à l'ennemi dont on ne sait jamais si c'est les Occidentaux, les nazis, ou si les nazis sont des Occidentaux ou les Occidentaux sont les nazis. Bref, c'est les ennemis éternels de la Russie, non moins éternels. Et alors, à part la Russie, vous avez parlé de la Chine. Quels exemples illustrent le mieux ce retour du passé? Oui. La Chine essaye de justifier ses droits, ses soi-disant droits sur son environnement immédiat. Je pense par exemple à l'Asie du Sud-Est et la mer de Chine du Sud, par des documents. Alors elle reçoit des documents, c'est presque cocasse. Parfois ce sont même des coquillages, parce que des coquillages peints ou plutôt gravés, qui montreraient que oui, il y avait des Chinois à cet endroit, dans cet îlot, dans tel pays, il y a 3000 ans, donc ça prouve que c'est à nous aujourd'hui. Donc on justifie une fois de plus la politique d'un État par l'histoire, par le passé, par cette reconstruction de la mémoire. Et puis dans les deux pays, la Russie et la Chine, il y a une véritable volonté aujourd'hui de reconstruire a posteriori l'histoire en enseignant aux enfants une version de l'histoire qui est de plus en plus politisée, certainement de plus en plus discutable. On aurait pu parler aussi de la Turquie dans laquelle Erdogan, lui aussi en pleine dérive autoritariste, essaye de justifier son influence sur les pays qui l'entourent par l'histoire, par le fait que les traités ont été inégaux. On a fait un mauvais sort à la Turquie, et ce néo-ottomanisme de la Turquie, c'est aussi... On peut parler de Trump aussi et d'Orban en Hongrie. Oui, alors là, on a cet autre phénomène, mais qui est quelque part le même. Ce sont deux dirigeants,
plutôt, de dirigeants, mais avec un grand soutien populaire, vous le savez, qui parlent du besoin de frontières, bien sûr. Vous vous souvenez de cette phrase extraordinaire de Donald Trump, le lendemain du Brexit, il arrive en Écosse, il dit « les gens ont besoin de frontières ». Les frontières, le territoire, la religion, Dieu, tous ces marqueurs de la contre-modernité, en quelque sorte, sont devenus extrêmement populaires en Occident. C'est la rançon de la mondialisation, c'est une réaction contre certaines illusions du progrès. Alors justement, illusions, désillusions, quelles sont les raisons profondes qui poussent les peuples à élire des dirigeants de cette trempe? La faute à qui? Que s'est-il passé? Vous savez, on dit la faute à qui, mais il n'y a pas toujours des fautes, il n'y a pas toujours des coupables. Il y a parfois des raisons tout à fait légitimes pour cette demande d'histoire, cette demande de passé et ce désir de racines. L'histoire va de plus en plus vite. Et ça donne le tournis, ça donne le vertige. Donc il est normal qu'on ait besoin, encore une fois, de s'asseoir et de retrouver, de renouer avec son passé. Après, il y a un autre phénomène plus discutable, c'est le fait que finalement, on est face à des dirigeants aujourd'hui, vous avez cité Trump et Orban, on pourrait en citer d'autres, des dirigeants qui savent très bien que manipuler cette histoire et manipuler ce passé, c'est un très bon moyen de donner le sentiment qu'on va rassurer, protéger et qu'on va guider le peuple vers un avenir meilleur. Les dirigeants dont nous avons parlé, ce n'est pas du fascisme, ni Trump, ni même Orban ne sont des fascistes, mais en même temps, lorsqu'on voit qu'en Pologne, pour la première fois depuis les années 40, on a assisté il y a quelques jours littéralement à un défilé fasciste en pleine rue, ça quand même, ça soulève quelques préoccupations. Alors, je vais choisir une deuxième citation de votre livre. Vous dites, Bruno Tertrais, il faut faire preuve d'un certain manque de recul pour parler de monde imprévisible dans lequel les surprises se multiplient comme jamais. À observer le monde, on a quand même plutôt l'impression d'une grande instabilité et d'une instabilité plus dangereuse que celle qui avait pu caractériser la guerre froide. Vous avez parlé de deux choses différentes. Je ne sais pas, Isabelle Lasserre, quand le monde n'a jamais été stable. On reconstruit a posteriori l'histoire de la guerre froide en s'imaginant que c'était une période de grande stabilité. On a oublié toutes les surprises et toutes les instabilités, justement. La crise des missiles. De Cuba jusqu'au choc pétrolier, en passant par les essais nucléaires chinois ou indiens, l'invasion de la Tchécoslovaquie, la Hongrie, Suez. Enfin, tout cela, on l'a un petit peu oublié. On pense rétrospectivement que la guerre froide, c'était stable. Ça ne l'était pas du tout. Donc ça, c'est une tendance naturelle. Pourquoi? Parce que le flot de l'information aujourd'hui, qui est continu, chaque développement géopolitique est immédiatement répercuté aux quatre coins du monde. Donc on a le sentiment que c'est plus instable et qu'on a de plus en plus de surprises. Je ne le crois pas. En revanche, quand on dit c'est une instabilité plus dangereuse, là c'est peut-être vrai, et là vous avez peut-être raison, car si le risque de grande guerre mondiale au temps de la guerre froide était probablement assez limité, aujourd'hui, et c'est en partie à cause de cette manipulation de l'histoire et du passé, le risque de crise, d'affrontement entre ces nouveaux impérialismes, lui, il est sans doute plus fort que ça n'était le cas au temps de la guerre froide. Oui, parce que dites-vous et écrivez-vous aussi dans votre livre, à chaque fois que le passé revient, les risques de conflit se multiplient. Ils sont nombreux et graves aujourd'hui. Le problème, c'est que dès lors qu'on manipule les récits historiques au bénéfice d'une certaine politique, les incompatibilités politiques deviennent très fortes. Pourquoi? Parce que c'est mon passé contre le tien, et surtout lorsque la religion s'en mêle, alors là, ça devient totalement incompatible. Quand les récits sont incompatibles, la stabilité n'est pas possible. Regardez par exemple, et ça c'est un sujet presque connexe au regard d'une autre aujourd'hui, mais on reparle actuellement de la possibilité d'une avancée dans le domaine du règlement du conflit israélo-palestinien parce que la charte du Hamas a été modifiée. Mais le grand problème du conflit israélo-palestinien, c'est pas la frontière, c'est pas les territoires, c'est les récits politiques. Ces récits politiques qui sont incompatibles du côté israélien et du côté palestinien et qui sont très profondément ancrés dans l'histoire. Or, entre le récit turc de ce qui s'est passé au XXe siècle
le récit arabe, le récit russe et le récit chinois et le récit occidental, ces récits sont incompatibles et plus on mettra l'histoire en avant, plus on aura du mal à effectivement retrouver la stabilité. On aurait pu parler aussi de l'Asie du Sud, entre l'Inde et le Pakistan, qui ont des récits totalement incompatibles sur ce qui s'est passé en 1947, par exemple. Alors, est-ce que finalement on assiste à la fin définitive, ou en tout cas en Europe, de la religion du progrès, ou est-ce que ce n'est qu'un mauvais moment à passer? Si vous dites c'est un mauvais moment à passer, ça veut dire que vous pensez que le progrès est un bon moment. Je ne sais pas, ça se discute. En tout cas, personnellement, je le vois plutôt en tant qu'observateur. Ce qui est certain, c'est que la religion du progrès est quelque chose qui ne fait plus recette dans le monde contemporain. Ce qui est certain aussi, c'est que cette demande de ralentissement de l'histoire, presque, elle est générale et à mon avis, elle est durable. Ça ne veut pas dire qu'on est à un moment clé de l'histoire humaine dans lequel on va revenir en arrière et finalement défaire tout ce qui s'est passé, de bon ou de mauvais d'ailleurs, depuis 1945. Je crois qu'il y a véritablement un souhait, un désir de pause, de ralentissement, pas seulement dans le progrès technique, mais aussi dans le progrès social, en tout cas dans ce qu'on appelle le progrès social, ainsi que dans la mondialisation. La critique de la mondialisation aujourd'hui, elle est à la fois de gauche et de droite. On l'a beaucoup vu dans la campagne électorale française. Ça, je crois que c'est véritablement quelque chose de durable dont les dirigeants feraient bien sur lesquels les dirigeants feraient bien de méditer. Alors justement, vous m'offrez la transition vers la question française que je voulais vous poser. Après l'Autriche qui a choisi aux dernières élections de faire échec au mouvement extrémiste, la victoire d'Emmanuel Macron signifie-t-elle, selon vous, un coup d'arrêt à la montée des populismes en Europe, ou alors, au contraire, Emmanuel Macron est-il le candidat d'une possible révolution douce qui serait compatible avec un certain populisme? En d'autres termes, en caricaturant volontairement un peu, est-ce qu'il y a du populisme chez Emmanuel Macron? La grande intelligence politique d'Emmanuel Macron, ça a été de se présenter partiellement comme le candidat anti-système, donc de prendre en compte quelque part ce désir de renouvellement de la politique, en même temps en étant un produit lui-même de la classe politique. D'où ma question sur la révolution douce. Traditionnelle. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas confondre une élection avec la fin d'une vague politique générale. Il y a quand même dans le monde politique français des courants, des personnes, des individus, des partis qui représentent quelque part ce que je mentionnais tout à l'heure, ce désir de passer, ce souhait d'ancrage dans l'histoire. Je pense à François Fillon, je pense à Marine Le Pen. À eux deux, ils représentaient à peu près 40% de l'électorat. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Je crois que ça veut dire surtout que la montée du populisme n'est pas quelque chose d'inévitable, n'est pas une vague qui emporte tout sur son passage. Ça ne veut pas dire pour autant que ces mouvements dont on a parlé, cette grande vague populiste, ne va plus exister. Je pense qu'elle va être avec nous pendant probablement au moins une dizaine d'années. Ça veut juste dire que ça n'est pas inévitable et que cette vague populiste n'emporte pas tout sur son passage. Écoutez, on va s'arrêter sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Bruno Tertrais, et à la semaine prochaine.